Quelque part en Provence française, enfouie sous des couches de bibles de famille et de correspondances brûlées, réside la preuve d'une transaction qui a violé toutes les lois de Dieu et des hommes. Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant a trouvé une solution que la classe de la noblesse aurait qualifiée d'ingénieuse et que l'histoire nommerait monstrueuse. Pendant 12 ans, un enfant a vécu dans une grande bastide, domaine rural, près du fleuve Durance, sans jamais savoir que la femme qui l'élevait ne partageait aucun lien de sang avec lui. La vérité était cachée à la vue de tous, protégée par une conspiration qui allait du salon au quartier des domestiques, imposée par la peur et maintenue par le silence. Qu'est-ce qui a poussé une respectable matrone d'Aix-en-Provence à orchestrer une telle tromperie? La réponse se trouve dans des lettres qui n'auraient jamais dû survivre, dans le témoignage de ceux qui ont finalement brisé leur silence, et dans une révélation qui a détruit l'une des familles les plus éminentes de Provence. Avant de poursuivre l'histoire de la bastide de Lavandou et de la femme qui a bâti son héritage sur un mensonge, abonnez-vous à Aeternum Velum et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos mystères historiques les plus sombres. Et dans les commentaires, dites-nous de quelle région ou ville vous nous écoutez. Nous aimons savoir d'où notre communauté de passionnés d'histoire nous regarde. Maintenant, découvrons ce qui s'est réellement passé le long du fleuve Durance, dans les années qui ont précédé l'Empire. La bastide de Lavandou s'étendait sur 1200 hectares de terres fertiles de Provence. Ces champs produisaient certaines des plus belles olives et lavandes jamais arrivées au marché d'Aix-en-Provence. La maison principale se dressait au bout d'une allée bordée de cyprès, un témoignage aux colonnes blanches de la richesse accumulée sur 3 générations. En 1843, le domaine abritait Étienne Lavandou, 37 ans, et son épouse Céleste, 32 ans, un couple dont le mariage était devenu la cible de chuchotements de plus en plus gênants dans la société d'Aix. Étienne avait hérité de la propriété de son père en 1838, ainsi que du travail de 143 domestiques et ouvriers dont les vies et les loyautés dépassaient la valeur de la terre elle-même. Il était connu comme un propriétaire progressiste qui lisait des périodiques agricoles et expérimentait la rotation des cultures. Il traitait ses serviteurs non pas plus mal que ses voisins, ce qui signifie qu'il les traitait comme des biens précieux, leur santé et leur productivité étant des questions de calcul financier plutôt que de préoccupations morales. Céleste était issue d'une famille éminente de Lyon, les Vachon, dont la fortune reposait sur la soie et le commerce. Lorsqu'elle a épousé Étienne en 1836, elle a apporté une dot substantielle et l'attente qu'elle produirait rapidement les héritiers nécessaires pour assurer l'avenir de la famille. Mais 7 années se sont écoulées sans grossesse, et dans un monde où la valeur d'une femme était principalement mesurée par sa fertilité, la position de Céleste est devenue plus précaire à chaque saison qui passait. Le couple a consulté des médecins à Aix, Lyon et même dans des endroits aussi éloignés que Paris. Céleste a enduré des traitements allant de simplement inconfortables à véritablement dangereux, composés de mercure, toniques à base de plomb, saignées et manipulations internes qui la laissaient alité pendant des jours. Rien n'a fonctionné. Le diagnostic, prononcé avec la franchise brutale courante chez les médecins de l'époque, était que l'utérus de Céleste était inhospitalier au processus génératif. En termes plus simples, elle n'accoucherait jamais. Pour Étienne, cela présentait un problème à la fois pratique et social. Sans héritier légitime, la propriété passerait aux enfants de son jeune frère, une perspective qu'il trouvait intolérable. Pour Céleste, les enjeux étaient encore plus élevés. Une femme stérile pouvait être mise de côté, sa propriété retournant à sa famille pendant qu'elle vivrait ses jours dans des circonstances diminuées, la cible de la pitié de la même société qui célébrait auparavant sa beauté et ses réalisations. C'est Céleste qui a d'abord conçu la solution, bien qu'elle affirmerait plus tard que l'idée lui était venue dans un rêve envoyé par la Providence elle-même. Le printemps 1844 a apporté une chaleur inhabituelle en Provence. Le genre de chaleur écrasante
qui faisait que même le vêtement le plus léger semblait un fardeau. Céleste passait la majeure partie de ses journées sur le balcon du 2e étage, où elle pouvait capter la moindre brise venant du fleuve. De ce point de vue, elle pouvait voir toute l'étendue du domaine. Les champs de lavande s'étendant vers la ligne d'arbres, la collection de petites maisons abritant les serviteurs et les ouvriers, les bâtiments en pierre qui gardaient le pressoir à olives et la menuiserie. C'est de ce balcon que Céleste a commencé à étudier véritablement les jeunes servantes qui travaillaient dans sa maison. Elle les observait avec un nouveau type d'attention, notant leurs âges, leur type corporel, leurs traits. Elle a porté une attention particulière à une jeune femme nommée Delphine, qui avait été amenée à la maison principale 2 ans auparavant pour être formée comme femme de chambre. Delphine avait 22 ans, était la fille du maître tonnelier du domaine et d'une femme décédée de la fièvre 5 ans plus tôt. Elle savait lire et écrire, ayant été éduquée par un ancien propriétaire que ses voisins avaient censuré pour sa dangereuse libéralité, et possédait ce que la famille appelait des traits délicats. Plus important encore, Delphine avait un teint clair, produit de générations de métissage forcé qu'il avait laissé avec des traits qui, avec les bons vêtements et le bon contexte, pourraient passer pour bien nés sous une lumière plus faible. Céleste commença à traiter Delphine avec une attention inhabituelle. Elle la gardait près d'elle, la formant personnellement aux tâches complexes d'une femme de chambre. Coiffer les cheveux, sélectionner les vêtements, gérer la correspondance. Elle lui parlait sur des tons que les autres domestiques trouvaient troublants, s'adressant à elle presque comme à une égale dans les moments privés. Et elle commença à poser des questions sur les cycles menstruels de Delphine, sa santé, son histoire familiale. Des questions qui mettaient Delphine profondément mal à l'aise, mais auxquelles elle n'osait pas refuser de répondre. Pendant l'été, le plan de Céleste avait pris toute sa forme dans son esprit. Elle ferait en sorte qu'Étienne engendre un enfant avec Delphine, puis réclamerait cet enfant comme le sien. Ce n'était pas inédit. Les servantes donnaient constamment naissance aux enfants de leur maître, et la progéniture qui en résultait était simplement absorbée par la classe ouvrière. Mais le stratagème de Céleste allait bien au-delà de l'abus occasionnel qui caractérisait la vie dans les grands domaines. Elle avait l'intention de prendre l'enfant, de l'élever comme de la noblesse, de le présenter à la société d'Aix comme l'héritier légitime de la fortune Lavandou. La logistique était complexe, mais Céleste avait toujours eu un talent pour l'organisation. Elle commença à se plaindre de mystérieuses maladies féminines qui nécessitaient intimité et repos. Elle ordonna la construction d'une petite cabane à l'extrémité du domaine, affirmant qu'elle avait besoin d'un refuge pour sa convalescence. Elle renvoya les domestiques les plus âgés, les remplaçant par des femmes plus jeunes qui pourraient être plus facilement contrôlées par la peur et les promesses. Et puis, par une nuit étouffante d'août, Céleste expliqua son plan à Étienne. La conversation eut lieu dans le bureau d'Étienne, une pièce tapissée de livres de loi et de périodiques agricoles, éclairée par la douce lueur des lampes à huile. Céleste prépara soigneusement ses arguments, présentant le stratagème non pas comme une transgression morale, mais comme une solution pratique à un problème impossible. Elle rappela à Étienne ce qu'il perdrait s'il restait sans enfant. Elle peignit des tableaux vifs des enfants de son frère, héritant de tout ce qu'il avait travaillé à améliorer et à agrandir. Elle fit appel à sa vanité, à son orgueil, à sa conviction profondément enracinée qu'il méritait de fonder une dynastie. La réponse initiale d'Étienne fut le choc, puis la répulsion. Puis, tandis que Céleste continuait de parler, une sorte de fascination horrifiée. Il comprit immédiatement ce qu'elle proposait et ce que cela impliquerait. Les implications morales le dérangeaient beaucoup moins que les défis pratiques. Comment pourrait-il convaincre la société que Céleste avait accouché alors que des dizaines de personnes savaient qu'elle n'avait pas été enceinte ? Comment pourrait-il garantir le silence de tous ceux qui sauraient inévitablement la vérité ? Céleste avait des réponses à toutes les objections. Il mettrait en scène une grossesse complète, avec des vêtements qui suggéreraient un ventre qui grossit. Ils affirmeraient que Céleste avait besoin de repos et de réclusion pendant sa condition délicate.
limitant les visiteurs au domaine. Il ferait en sorte que la naissance ait lieu dans la cabane qu'elle avait construite, assistée uniquement par ceux qu'il pouvait contrôler par la menace ou la promesse. Il reviendrait dans la société d'Aix des mois plus tard, avec un bébé en bonne santé, dont les traits seraient suffisamment ambigus pour que personne ne remette en question sa paternité. Quant à garantir le silence, Céleste y avait également réfléchi longuement. Les serviteurs qui sauraient la vérité seraient liés par leur propre impuissance. Quel serviteur pourrait accuser l'épouse de son maître d'un tel stratagème sans faire face à une punition immédiate et terrible? Toute personne de leur cercle social qui connaîtrait le secret serait complice de son maintien, liée par les mêmes codes sociaux qui protégeaient toutes les transgressions de la classe dirigeante. Et l'enfant lui-même ne saurait jamais, élevé dès l'enfance, pour croire que Céleste était sa mère et Étienne son père. La conversation dura jusqu'à l'aube. Lorsque le soleil se leva sur le fleuve Durance, Étienne avait acquiescé à chaque détail du plan de son épouse. L'exécution commença cette même semaine. Céleste annonça à la maison qu'elle était de nouveau en attente, que les traitements des médecins de Paris s'étaient finalement avérés fructueux. Elle fit une grande démonstration de sa condition délicate, se retirant tôt des dîners, annulant les engagements sociaux, passant de longues heures dans sa chambre avec seulement Delphine en service. Delphine, quant à elle, fut transférée dans une petite chambre adjacente à la suite de Céleste, assez proche pour être constamment disponible, mais isolée des autres domestiques. On lui dit qu'elle porterait un enfant pour sa maîtresse, que c'était un grand honneur, que sa coopération entraînerait un traitement spécial pour elle et son père. L'alternative ne fut jamais explicitement déclarée, mais elle planait dans l'air comme la menace d'une tempête imminente. Ce qui suivit dans les mois suivants fut une pantomime grotesque de grossesse. Céleste rembourrait ses vêtements pour simuler un ventre qui grossit, tandis que la condition réelle de Delphine était cachée sous des robes amples. La jeune servante fut interdite de quitter la maison principale, maintenue isolée même de son propre père. On lui donna un régime riche destiné à assurer la santé de l'enfant qu'elle portait, tandis que Céleste maintenait sa propre silhouette élégante, grâce à un lassage de corset minutieux sous le rembourrage. Étienne remplit son rôle avec une efficacité sombre, rendant visite à Delphine pendant 3 nuits consécutives en septembre, jusqu'à ce que Céleste juge cela suffisant. Il ne lui parla jamais au-delà de brèves instructions, ne reconnut jamais ce qu'il faisait au-delà de l'acte physique lui-même. Admettre la réalité reviendrait à affronter l'horreur totale de l'arrangement. Et Étienne avait passé toute sa vie à perfectionner l'art de ne pas voir ce qui était gênant à reconnaître. En décembre, la grossesse de Delphine était indubitable pour quiconque pouvait la voir, mais Céleste s'était assurée que personne d'autre qu'un cercle soigneusement contrôlé n'ait cette opportunité. Les domestiques qui apportèrent des repas à la chambre de Delphine furent choisis pour leur jeunesse et leur peur. Des filles qui atteignaient à peine l'adolescence, auxquelles on pouvait faire confiance pour garder le silence par la terreur de ce qui pourrait leur arriver ou arriver à leur famille si elles parlaient. Céleste fit un seul voyage à Aix cet hiver-là, apparaissant au dîner de sa cousine avec son ventre rembourré proéminent sous une robe de soie coûteuse. Elle endura les félicitations et les conseils des matrones de la société qui s'étaient longtemps apitoyées sur sa stérilité, jouant son rôle avec l'habileté d'une actrice. Elle se plaignait des désagréments de la grossesse sur des tons qui suggéraient qu'elle en était secrètement ravie, que ces petites souffrances étaient le prix de la maternité imminente. Personne ne se douta que l'enfant censé grandir en elle était, en réalité, porté par une servante enfermée dans une chambre à des kilomètres de là. Le printemps arriva avec son assaut habituel de chaleur et d'insectes. Céleste se retira dans la cabane qu'elle avait construite, emmenant Delphine avec elle et renvoyant le personnel régulier de la maison avec de vagues explications sur la nécessité d'un repos complet pendant ces dernières semaines. La cabane fut équipée de lourds rideaux, ses fenêtres positionnées pour empêcher quiconque de voir à l'intérieur.
Elle était assistée par seulement 3 personnes. Céleste elle-même, une vieille servante nommée Patience, qui servait de sage-femme, et Delphine. La naissance eut lieu un vendredi fin avril, pendant un orage d'été qui envoya des torrents de pluie contre le toit de la cabane. Delphine travailla pendant 14 heures, ses cris étouffés par le tonnerre et la distance de la maison principale. Céleste resta présente tout le temps, arpentant le petit salon de la cabane, se rendant occasionnellement à la porte de la chambre pour vérifier la progression. Lorsque l'enfant émergea finalement, un garçon en bonne santé et bruyant, Céleste se déplaça avec une rapidité décisive. Le bébé fut nettoyé et emmailloté par Patience, et immédiatement retiré des bras de Delphine avant que la jeune mère ne puisse même le tenir correctement. Delphine reçut du laudanum pour la douleur et fut invitée à se reposer, son corps encore lourd de lait qui ne nourrirait jamais son fils. Céleste emmena le bébé directement à la maison principale, où elle mit en scène une scène élaborée d'épuisement et de triomphe. Étienne fut appelé pour rencontrer son nouveau-né. Les serviteurs furent appelés pour témoigner de l'événement béni, et des messages furent expédiés à Aix, annonçant l'arrivée de Guillaume Étienne Lavandou, héritier de l'un des plus beaux domaines de Provence. Le bébé était, à toutes fins utiles, parfait pour les objectifs de Céleste. Sa peau était claire, ses traits délicats et indéfinis, comme ceux de tous les nouveau-nés. Lorsque les visiteurs vinrent offrir leurs félicitations dans les semaines qui suivirent, ils ne virent rien qui suggérait que l'enfant soit autre chose que ce que Céleste prétendait, la progéniture légitime d'un noble respectable et de son épouse. Delphine resta dans la cabane pendant 6 semaines, se remettant de l'accouchement dans l'isolement. Ses seins devinrent douloureusement engorgés de lait destiné à un enfant qu'elle n'allait jamais allaiter, et ils se tarirent progressivement à mesure que son corps s'ajustait à la perte. Lorsqu'elle fut finalement ramenée à la maison principale, ce fut pour un rôle entièrement différent, celui de nourrice de son propre fils, présentée au monde comme simplement une autre servante payée pour nourrir l'enfant du maître. Cet arrangement ne dura que 3 mois avant que Céleste ne le juge trop risqué. Le lien qui pourrait se former entre Delphine et le bébé était trop dangereux. La possibilité de reconnaissance, trop réelle. Au lieu de cela, Céleste engagea une nourrice d'un domaine voisin, une femme sans connaissance des circonstances entourant la naissance de Guillaume. Delphine fut redésignée pour travailler dans les champs de lavande, retirée entièrement de la maison principale et interdite de s'approcher à la vue de l'enfant qu'elle avait mis au monde. La tromperie, semblait-il, était complète. Les années qui suivirent la naissance de Guillaume s'établirent dans un modèle de maintien minutieux et de surveillance constante. Céleste se révéla être une mère dévouée par toutes les mesures que la société d'Aix valorisait. Elle était attentive sans être indulgente, éducative sans être pédante, fière sans être arrogante. Elle habillait Guillaume des meilleurs vêtements disponibles, engageait des tuteurs pour l'instruire en latin et en grec, s'assurait qu'il apprenne à monter à cheval, à faire de l'escrime et à se comporter avec l'assurance attendue du fils d'un noble. Mais sous la surface de cet arrangement maternel apparemment parfait, coulait un courant d'anxiété qui ne s'atténuait jamais complètement. Céleste observait le garçon de manière obsessionnelle à la recherche de tout signe qui pourrait révéler sa véritable filiation. Elle étudiait ses traits à mesure qu'ils se développaient, les comparant constamment à ceux d'Étienne et aux caractéristiques de sa propre famille, cherchant des similitudes qu'elle pourrait signaler si des questions se posaient. Guillaume grandit pour devenir un bel enfant, ses traits raffinés et symétriques. Son teint resta clair, ses cheveux brun clair qui s'assombrissaient légèrement avec l'âge. Au soulagement de Céleste, il ne montrait aucun signe évident de son héritage métissé, aucune boucle particulière dans ses cheveux, aucune largeur dans son nez, aucune plénitude dans ses lèvres qui aurait pu mener à des questions inconfortables. Il ressemblait, en somme, à ce qu'il était censé être, le fils de 2 familles nobles éminentes,
portant une lignée de richesse et de respectabilité. Étienne, pour sa part, semblait avoir enterré la vérité des origines de Guillaume si profondément dans sa conscience qu'il la reconnaissait rarement, même pour lui-même. Il traitait le garçon avec une affection sincère, lui enseignait l'agriculture et la gestion du domaine, le présentait à l'élite d'Aix, le préparant à prendre éventuellement le contrôle de la Bastide. Si Étienne ressentit jamais de la culpabilité pour les circonstances de la conception et de la naissance de Guillaume, il n'en montrait aucun signe extérieur. La communauté de serviteurs et d'ouvriers de la Bastide de Lavandou, cependant, se souvenait de tout. Bien que personne n'osât parler ouvertement de ce qui s'était passé, la connaissance circulait en chuchotements et en regards significatifs. Les serviteurs plus âgés comprenaient que Delphine avait donné naissance à un enfant qui vivait maintenant dans la maison principale comme noble. Ils observaient la jeune femme être travaillée brutalement dans les champs, ses mains couvertes d'ampoules et de callosité d'un travail pour lequel elle n'avait jamais été formée. Son éducation et son raffinement antérieur ne comptaient plus pour rien. Delphine elle-même endurait ces nouvelles circonstances avec une sorte de résignation engourdie qui inquiétait même ceux qui se souciaient d'elle. On lui avait promis un traitement spécial pour sa coopération, mais Céleste avait renié toutes les promesses implicites dès que le bébé fut réclamé en toute sécurité. Au lieu d'être récompensée, Delphine fut punie, retirée du confort relatif du service domestique et soumise au travail physique exténuant des champs. Elle fut interdite de parler à quiconque de l'enfant, interdite même de regarder la maison principale lorsqu'elle travaillait dans les champs voisins. Son père, le tonnelier Isaac, dépérissait d'inquiétude et de colère. Il comprenait ce qui avait été fait à sa fille, comprenait qu'elle avait été utilisée puis jetée, mais il était impuissant pour l'aider ou pour chercher toute forme de justice. La seule chose qu'il pouvait faire était d'essayer de rendre sa vie marginalement plus supportable, lui construisant une cabane plus résistante aux intempéries, s'assurant qu'elle ait assez de nourriture, la protégeant des pires impulsions du contremaître qui gérait les ouvriers des champs. À mesure que Guillaume grandissait, passant de bébé à enfant puis à garçon, le contraste entre sa vie et celle de sa mère devenait de plus en plus net. Il jouait dans des jardins bien entretenus, tandis que Delphine se courbait sur les plants de lavande sous le soleil brûlant. Il apprenait à lire dans des livres reliés en cuir, tandis qu'elle peinait sous la menace de punition pour toute lenteur perçue. On lui enseignait que les gens qui le servaient étaient d'un ordre d'êtres différents, inférieurs à tous égards. Leur souffrance, un fait naturel et sans importance de l'existence. L'enfant et sa mère de naissance existaient dans le même espace physique, mais dans des mondes entièrement différents, séparés par un abîme que Céleste avait orchestré pour être infranchissable. Les mensonges que nous nous racontons pour maintenir le pouvoir. C'était le fondement de tout le système social, et Céleste appliqua simplement sa logique à sa propre situation désespérée. Si vous trouvez cette histoire aussi troublante que fascinante, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que quelqu'un à Aix se doutait de la vérité? Faites-nous savoir ce que vous en pensez et continuons avec ce qui s'est passé lorsque Guillaume s'est approché de son 12e anniversaire. En 1856, Guillaume Lavandou était devenu un garçon qui montrait toutes les promesses de devenir un gentleman respecté. À 11 ans, il était grand pour son âge, d'esprit vif, et possédait l'assurance facile qui découle de n'avoir jamais été refusé de quelque chose d'important. Il excellait dans ses études, montrait une aptitude pour les mathématiques qui plaisait à son père et démontrait le type de commandement décontracté sur les gens autour de lui qui suggérait qu'il gérerait le domaine efficacement le moment venu. Ce fut l'été de cette année-là que la première fissure apparut dans la tromperie soigneusement construite de Céleste. Guillaume avait pris l'habitude de se promener sur le domaine tôt le matin, avant que la chaleur ne devienne accablante, et avant que ses tuteurs n'arrivent pour commencer les leçons de la journée. Il était curieux du fonctionnement du domaine d'une manière qui ravissait Étienne, qui voyait dans ses expéditions matinales un signe que son fils serait un administrateur pratique
et non un simple rentier. Lors d'une de ces matinées de juin, Guillaume se rendit à la menuiserie du tonnelier, attiré par le son rythmé du martelage et la riche odeur du bois travaillé. Le père de Delphine, connu de tous simplement sous le nom d'Isaac, était déjà au travail, façonnant les douelles pour les tonneaux utilisés pour transporter l'huile d'olive au marché. Il était dans la cinquantaine maintenant, ses mains noueuses par des décennies de travail, mais toujours capable de produire la meilleure tonnellerie de Provence. Guillaume avait déjà visité l'atelier de nombreuses fois auparavant, fasciné par le métier et la compétence tranquille d'Isaac. Le vieil homme était toujours courtois mais réservé, répondant aux questions du garçon sans élaborer, maintenant la distance prudente exigée entre la noblesse et le service dans toutes les interactions. Mais ce matin-là en particulier, quelque chose était différent. Guillaume remarqua qu'Isaac le regardait avec une expression que le garçon ne parvenait pas à identifier. Pas l'épuisement ou le respect habituel, mais autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. « Avez-vous des enfants, Isaac ?» demanda Guillaume, avec la cruauté irréfléchie d'un enfant qui ne comprend pas que les familles des ouvriers peuvent être dissoutes à tout moment. Les mains d'Isaac s'arrêtèrent sur le bois qu'il façonnait. Pendant un long moment, il ne dit rien, et Guillaume commença à se sentir mal à l'aise dans le silence. « J'avais une fille, dit finalement Isaac, sa voix soigneusement neutre. J'en ai toujours une, je suppose. Elle travaille dans les champs inférieurs maintenant. Pourquoi ne travaille-t-elle pas ici, dans la maison principale ?» demanda Guillaume. « Ma mère dit toujours que les domestiques sont mieux lotis que les ouvriers des champs. » La mâchoire d'Isaac se serra presque imperceptiblement. « Votre mère a ses raisons pour tout ce qu'elle fait, jeune maître Guillaume. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, une emphase subtile que le garçon ne pouvait pas interpréter, mais qui se logea dans son esprit comme une écharde. Guillaume voulait en demander plus, mais Isaac était déjà retourné à son travail, la conversation clairement terminée. Ce bref échange aurait pu disparaître complètement de la mémoire de Guillaume, si un autre incident ne s'était pas produit seulement 2 semaines plus tard. Céleste avait l'habitude de tenir un journal, un volume relié en cuir, dans lequel elle enregistrait les dépenses domestiques, les engagements sociaux et ses pensées privées. Elle le gardait verrouillé dans un petit secrétaire dans son salon privé, un espace que Guillaume avait appris à respecter comme interdit. Mais par un après-midi humide, alors que Céleste rendait visite à des voisins et qu'Étienne était à Aix pour affaires, la curiosité de Guillaume l'emporta sur son éducation. La serrure du secrétaire était fragile, conçue plus pour l'intimité que pour la sécurité. Guillaume avait observé sa mère l'ouvrir d'innombrables fois et comprenait le mécanisme. En quelques instants, il ouvrit le tiroir et avait le journal entre ses mains. La majeure partie de ce qu'il trouva était banal. Enregistrements de tissus achetés, notes sur les familles, à inviter à dîner, plaintes concernant la difficulté à trouver de bonne aide. Mais en feuilletant les entrées des années précédentes, il tomba sur une section qui lui coupa le souffle. Les entrées dataient de 1844 et du début de 1845, écrites dans l'écriture précise de Céleste, mais avec un ton d'anxiété qui était absent de ses écrits plus récents. Elle écrivait sur les médecins et les traitements, sur le désespoir et les espoirs déçus. Elle écrivait sur sa peur de tout perdre si elle ne pouvait pas produire un héritier. Et puis, dans une entrée datée d'août 1844, elle écrivit quelque chose que Guillaume lut 3 fois avant que son cerveau ne puisse complètement traiter les mots. « J'ai conçu une solution à notre situation désespérée. Elle est audacieuse au-delà de tout ce que je pouvais imaginer être capable, et elle exige la coopération d'Étienne dans un acte que la société condamnerait. Mais quel choix avons-nous ? J'ai identifié une candidate appropriée parmi les domestiques, jeune, saine, assez claire pour que le résultat passe l'analyse. Si Étienne est d'accord, nous pourrons avoir notre héritier d'ici 1 an, et personne n'aura jamais besoin de connaître les circonstances de l'origine de l'enfant. » Les mains de Guillaume tremblaient alors qu'il tournait la page, mais les entrées suivantes avaient été arrachées, ne laissant que des bords déchiquetés le long de la reliure du journal.
Les entrées recommencèrent des mois plus tard, en avril 1845, avec une seule ligne. Guillaume-Étienne Lavandou est né aujourd'hui, la réponse à toutes nos prières. Le garçon resta immobile, le journal ouvert sur ses genoux, son esprit refusant d'accepter ce que les mots impliquaient clairement. Sa mère avait écrit sur la recherche d'une candidate appropriée parmi les domestiques et l'obtention d'un héritier d'ici 1 an. Elle avait écrit sur un enfant dont les circonstances d'origine personne ne devrait connaître. Il avait 11 ans, assez vieux pour comprendre les faits de base d'où venaient les bébés, assez vieux pour savoir qu'une femme ne pouvait pas être stérile 1 année et soudainement enceinte l'année suivante sans que quelque chose d'inhabituel ne se soit produit. Assez vieux pour comprendre, à un certain niveau, ce que les mots prudents de sa mère décrivaient réellement. Guillaume remit le journal dans le secrétaire, ses mains engourdies et maladroites, alors qu'il réajustait la serrure. Il quitta le salon et traversa la maison comme un fantôme, passant devant des serviteurs qui le saluaient sans réponse. Il sortit et s'arrêta sous le soleil brûlant de l'après-midi, se sentant froid malgré la chaleur. La connaissance s'installa en lui comme une pierre, trop grosse pour être ignorée, mais trop effrayante pour être examinée directement. Pendant plusieurs jours, Guillaume suivit ses routines régulières, dans une sorte de brume, répondant aux questions sans vraiment les entendre, complétant ses leçons sans retenir quoi que ce soit de ce qu'il avait appris. Céleste remarqua sa distraction, mais l'attribua à la chaleur accablante de l'été et à l'ennui qui accompagnait le confinement à la routine du domaine. Étienne était moins attentif, préoccupé par les nouvelles d'Aix concernant la montée des tensions entre les factions politiques, sur les libéraux et les conservateurs, et toute la tourmente politique qui semblait se diriger vers une sorte de crise. Guillaume se retrouva à étudier ses parents avec de nouveaux yeux, cherchant des signes de la tromperie que le journal de sa mère avait révélée. Il remarqua comment Céleste le regardait parfois, avec une expression qui n'était pas tout à fait de l'affection maternelle, quelque chose de plus complexe, teinté d'anxiété et de calcul. Il remarqua comment la fierté d'Étienne pour lui semblait légèrement performative, comme si son père essayait de se convaincre lui-même de quelque chose. Et il se surprit à penser à la fille d'Isaac, la femme qui travaillait dans les champs inférieurs et ne s'approchait jamais de la maison principale. Il essaya de se souvenir s'il l'avait vue, mais les ouvriers des champs étaient en grande partie invisibles pour lui. Une masse de figures lointaines travaillant, des individus seulement lorsqu'ils étaient appelés pour un but précis. La question le tourmentait. Qui était la candidate appropriée dont sa mère avait écrit, et que lui était-il arrivé après qu'elle eût fourni l'héritier dont Céleste avait désespérément besoin? Guillaume savait qu'il devrait laisser tomber l'affaire, savait que rien de bon ne pouvait résulter de creuser davantage dans tout secret que le journal de sa mère avait suggéré. Mais il avait 11 ans, et la curiosité à cet âge est une force presque physique, impossible à résister, même lorsque la sagesse conseillerait le contraire. Il commença à prêter attention aux femmes qui travaillaient autour du domaine, en particulier celles qui semblaient être proches de l'âge de sa mère. Il commença à poser des questions désinvoltes aux domestiques de la maison qui avaient travaillé dans la maison principale 12 ans auparavant, mais qui avaient été transférés au travail des champs. Y avait-il une femme qui était femme de chambre mais ne l'était plus? Les réponses qu'il reçut furent universellement évasives. Les serviteurs apprenaient tôt et complètement que la curiosité des gens de la noblesse, même des enfants, pouvait être dangereuse. Ils esquivaient ces questions avec des non-réponses, prétendaient ne pas se souvenir, suggéraient qu'il demande à sa mère s'il voulait savoir sur les affaires domestiques des années passées. Mais l'évasion même dit à Guillaume qu'il était sur la piste de quelque chose de réel. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi tout le monde semblait-il si mal à l'aise avec ces simples questions? Ces enquêtes finirent par parvenir aux oreilles de Céleste par le réseau invisible d'informations qui reliait la maison principale au quartier des domestiques. Une des servantes de la maison, une jeune femme nommée Chloé, mentionna à une autre servante que le jeune maître Guillaume posait des questions étranges sur qui travaillait dans la maison. Cette servante le dit à une autre,
et en l'espace d'une journée, Céleste fut informée de l'intérêt inattendu de son fils pour l'histoire de la maison. Cette nuit-là, elle appela Guillaume dans le salon pour ce qu'elle appela une conversation sur le comportement approprié. Céleste s'assit dans sa chaise préférée, sa posture parfaite, son expression composée mais froide. Guillaume se tint devant elle, se sentant comme un accusé attendant le jugement. « On m'a informé que vous avez interrogé les serviteurs sur des affaires domestiques des années passées, » dit Céleste, sa voix uniforme, mais avec une pointe sous la surface. « Puis-je vous demander ce qui a motivé cet intérêt inhabituel ?» Guillaume sentit son visage devenir chaud. Il était un mauvais menteur, n'ayant jamais eu besoin de développer la compétence, et sa mère avait toujours été capable de le lire facilement. « J'étais juste curieux, parvint-il à dire, de savoir comment le domaine fonctionnait avant ma naissance. La curiosité est un trait admirable, dit Céleste, lorsqu'elle est dirigée vers des sujets appropriés. Mais les affaires privées de cette maison ne sont pas des sujets appropriés pour interroger nos serviteurs. Si vous avez des questions sur notre famille ou notre histoire, vous devez les adresser à votre père ou à moi. Comprenez-vous ? Oui, madame, dit Guillaume, mais sa voix était faible. Céleste l'étudia pendant un long moment, et Guillaume eut le sentiment inconfortable qu'elle pouvait voir directement à travers la connaissance coupable cachée derrière ses yeux. Quand elle parla finalement à nouveau, sa voix s'était un peu adoucie, mais il y avait toujours de la sévérité sous la douceur. « Vous grandissez, Guillaume, et avec cela viennent certaines responsabilités. L'une de ces responsabilités est de maintenir la dignité et la vie privée de notre famille. Il y a des choses dont on ne discute pas, qu'on ne questionne pas, qu'on n'examine pas de trop près, non pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont privées. Un gentleman apprend à respecter ses frontières. Comprenez-vous ce que je vous dis ?» Guillaume comprit parfaitement. Sa mère lui disait d'arrêter de poser des questions, d'arrêter de chercher des réponses sur le sens de ses entrées de journal. Elle lui disait que certaines vérités devaient rester cachées, même, ou surtout, à ceux qui en étaient le plus affectés. « Je comprends, » dit-il, et cette fois, il le pensait. Céleste sourit, une expression chaleureuse qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien. Maintenant, allez à vos leçons. Et Guillaume, nous n'aurons pas besoin d'avoir cette conversation à nouveau, n'est-ce pas ? » « Non, madame. » Mais, alors que Guillaume quittait le salon, il savait que l'avertissement de sa mère avait produit l'effet inverse de celui escompté. En lui disant de ne pas enquêter, Céleste avait essentiellement confirmé qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être enquêté. La pierre de la connaissance en lui était devenue plus lourde, plus impossible à ignorer. Juste au moment où nous pensions que le secret était enterré en toute sécurité, la curiosité de Guillaume menaçait de déterrer tout ce que sa mère avait travaillé si dur pour cacher. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères historiques sombres. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre contenu et abonnez-vous pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe lorsque Guillaume découvre enfin la vérité sur sa naissance. La révélation vint non pas par l'enquête de Guillaume, mais par une simple et terrible chance. C'était la fin du mois d'août et une fièvre se répandait dans les quartiers des domestiques. Le genre de maladie estivale qui venait avec la chaleur et les moustiques, laissant les gens faibles et délirants. La plupart se rétablissaient en quelques jours, mais certains ne le faisaient pas. Isaac, le père de Delphine, était l'un des malchanceux. Lorsque le contremaître prit la peine d'informer Étienne que le tonnelier était gravement malade, Isaac souffrait depuis près d'une semaine. Étienne fit appeler un médecin, non par compassion, mais par calcul économique, car les compétences d'Isaac étaient précieuses et difficiles à remplacer. Le médecin, un homme robuste nommé Reeves, qui s'occupait à la fois des patients de la noblesse et de l'ouvrier occasionnel jugé digne de la dépense, examina Isaac dans sa cabane et déclara son état grave, mais pas nécessairement fatal. Il laissa des médicaments et des instructions, puis partit, laissant Isaac aux soins de Delphine.
Delphine avait reçu la permission de s'occuper de son père pendant sa maladie. Une petite miséricorde qui n'était en réalité qu'une nécessité pratique. Quelqu'un devait s'occuper de lui et elle était le choix évident. Elle emménagea dans sa cabane, dormant par terre à côté de son lit, lui donnant de l'eau et du bouillon clair dans la bouche quand il parvenait à avaler, le baignant avec de l'eau fraîche lorsque la fièvre montait. Guillaume avait observé ces événements de loin, sa curiosité pour la fille d'Isaac s'intensifiant maintenant qu'il savait qu'elle était quelque part sur le domaine. Il avait appris son nom, Delphine, par des questions désinvoltes qu'il essayait de faire paraître innocentes. Il avait appris qu'elle avait 22 ans lorsqu'il était né, ce qui la ferait avoir 34 ans maintenant. Il avait appris qu'elle avait travaillé dans la maison principale, mais avait été transférée au travail des champs au moment de sa naissance. Les pièces étaient toutes là, disposées dans un schéma trop évident pour être ignoré une fois que l'on savait quoi chercher. La 3e nuit de la maladie d'Isaac, Guillaume se retrouva incapable de dormir. La chaleur était accablante, faisant coller les draps à sa peau comme un chiffon humide. Il se leva du lit et s'habilla en silence, puis sortit de la maison dans l'obscurité épaisse d'août. Il se dit qu'il faisait juste une promenade, juste cherchant un soulagement de l'air étouffant de sa chambre. Mais ses pieds le menèrent vers les quartiers des domestiques, avec un objectif qu'il ne voulait pas reconnaître. Les quartiers étaient calmes à cette heure. La plupart des ouvriers dormaient déjà en prévision d'une autre journée de travail qui commencerait avant l'aube. Quelques cabanes montraient la lueur vacillante de la lumière des bougies à travers des fissures dans les murs, mais la plupart étaient sombres et immobiles. La cabane d'Isaac était l'une de celles qui montrait de la lumière. Guillaume s'en approcha lentement, son cœur battant si fort qu'il pouvait le sentir dans sa gorge. Il pouvait entendre des voix à l'intérieur, le faible chuchotement d'un homme et les réponses douces d'une femme. Il s'approcha de la fenêtre, qui était ouverte pour capter le moindre souffle d'air, et se pressa contre le bois rugueux du mur extérieur de la cabane. La voix d'Isaac lui parvint d'abord, à peine audible. « Tu dois me promettre quelque chose. »« Promettre ? Tout ce que tu veux, papa ?» vint la réponse de la femme, et Guillaume reconnut le timbre distinctif, légèrement rauque, comme si c'était le fait d'années d'appel à travers les champs. « Ce garçon, celui de la grande maison, tu dois lui dire la vérité un jour. Pas maintenant, Dieu le sait. Pas maintenant. Cela n'apporterait que des ennuis à nous tous. Mais un jour, quand le moment sera venu, quand il sera assez vieux pour comprendre et peut-être faire quelque chose de cette connaissance, tu me promets. » Il y eut une pause, puis le bruit d'un mouvement, comme si quelqu'un s'était brusquement éloigné. « Papa, je ne peux pas. Tu sais que je ne peux pas. Madame Céleste ferait... »« Je sais ce qu'elle ferait, » coupa Isaac, sa voix gagnant une force terrible malgré sa maladie. « Je sais tout ça. J'étais là, n'est-ce pas ? J'ai vu ce qu'ils t'ont fait. J'ai vu comment ils t'ont enfermé comme un animal. J'ai vu comment ils t'ont arraché ce bébé des bras avant que tu ne puisses même le tenir correctement. J'ai vu comment ils t'ont jeté dans les champs. Ensuite, comme si tu n'étais rien, comme si tu ne venais pas de tout leur donner. Ce garçon mérite de savoir d'où il vient. Et tu mérites qu'il sache que tu es sa mère, pas cette femme qui te l'a volé. » Les jambes de Guillaume commencèrent à trembler. Le monde autour de lui sembla se contracter et se dilater simultanément, sa vision en tunnel, tandis que son esprit tentait de rejeter ce que ses oreilles entendaient clairement. « Promets-moi, Lily, » continua Isaac, utilisant ce qui devait être un surnom d'enfance. « Promets-moi que tu trouveras un moyen quand le moment sera venu. Je suis en train de mourir. Ne me hoche pas la tête, ma fille. Nous savons tous les deux que c'est vrai, et je n'irai pas dans ma tombe en sachant que tu porteras cela seul pour le reste de ta vie. Promets-moi. » La voix de la femme se brisa en un sanglot. « Je te le promets, papa. Je promets que je lui dirai un jour, quand ce sera sûr. »« Ce ne sera jamais sûr, » dit Isaac, et il y avait une sagesse terrible dans ces mots. « Mais peut-être qu'un jour ce sera possible. C'est tout ce que je demande, juste possible. » Guillaume resta figé à l'extérieur de la cabane, chaque muscle verrouillé, sa respiration venant par des halètements superficiels qu'il tentait désespérément de faire taire.
La vérité qu'il avait contournée, le soupçon qui grandissait depuis qu'il avait lu le journal de sa mère, était maintenant confirmé au-delà de toute possibilité de doute. La femme, à l'intérieur de cette cabane, Delphine, la fille d'Isaac, l'ouvrière des champs qu'il n'avait jamais regardée correctement de toutes ces 11 années, était sa mère, sa vraie mère. La femme qui l'avait portée, l'avait mise au monde, l'avait tenue un instant, aussi bref fut-il, avant que Céleste ne l'arrache et ne le revendique comme le sien. Il pensa au ventre rembourré de Céleste, à la retraite opportune à la cabane, à tous les arrangements minutieux qu'il avait maintenus ignorants de ses propres origines. Il pensa à combien de personnes devaient avoir su. Tous les serviteurs, certainement. Probablement certains des voisins qui avaient choisi de rester silencieux par solidarité avec la tromperie de Céleste, ou simple réticence à reconnaître une violation aussi profonde de l'ordre social. À l'intérieur de la cabane, la respiration d'Isaac était devenue laborieuse, et Delphine murmurait des réconforts pour lui, sa voix étouffée par les larmes. Guillaume savait qu'il devait partir, devait retourner à la maison principale et prétendre que cette nuit n'avait jamais eu lieu. Il devrait laisser Isaac mourir avec son secret encore nominalement protégé par le silence. Mais il ne pouvait pas bouger. Une force plus forte que l'autopréservation ou le conditionnement social le maintenait enraciné à cet endroit, écoutant les sons de deuil et de maladie qui s'infiltraient à travers les murs minces de la cabane. Finalement, après ce qui semblait des heures, mais n'était probablement que quelques minutes, Guillaume s'écarta du mur et se dirigea vers la porte de la cabane. Sa main trembla alors qu'il atteignait la poignée de bois rugueuse. Il n'avait pas de plan, aucune idée de ce qu'il dirait ou ferait une fois qu'il aurait franchi ce seuil. Il savait seulement qu'il devait la voir, devait regarder la femme qui lui avait donné la vie, et ensuite était forcé de le regarder grandir comme le fils de quelqu'un d'autre. La porte s'ouvrit avec un grincement qui sembla incroyablement fort dans le silence de la nuit. La tête de Delphine se leva de l'endroit où elle était assise, à côté du lit de son père, son visage encore mouillé de larmes, ses yeux s'écarquillant de choc puis de peur lorsqu'elle reconnut qui se tenait sur le seuil. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, la femme qui l'avait engendrée et l'enfant qui lui avait été volé, séparés par 12 ans, et un abîme de circonstances qui semblait infranchissable. Guillaume la vit correctement pour la première fois de sa vie. Elle était maigre, usée par des années de travail des champs, ses mains calleuses et cicatrisées, ses vêtements la toile rugueuse qui marquait son statut, mais son visage montrait le raffinement qui venait d'avoir été éduqué, d'avoir été préparé pour le service domestique, et dans ses traits, il pouvait voir des échos des siens. La forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire, la façon dont son front se plissait lorsqu'elle était angoissée. « C'est vrai ?» Les mots sortirent de lui sans être appelés, se brisant au milieu, comme si sa voix se brisait à nouveau. « Vous êtes ma mère ?» Le visage de Delphine passa par une série rapide d'expressions. Le choc faisant place à la peur à quelque chose comme la résignation à un chagrin si profond qu'il sembla la vieillir sous ses yeux. Elle regarda son père, dont les yeux s'étaient ouverts au son de la voix de Guillaume, puis revint vers le garçon debout à sa porte. Elle aurait pu nier. Elle aurait pu prétendre qu'il avait mal entendu, aurait pu le renvoyer avec une excuse qui maintiendrait la fiction que Céleste avait construite. Mais en regardant son visage, en voyant la connaissance déjà là dans ses yeux, elle comprit que le déni serait inutile et cruel. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Oui, je le suis. » Le monde s'inclina. Guillaume agrippa le montant de la porte pour se stabiliser, ses jointures devenant blanches sous la pression. Il se sentit comme s'il tombait, bien que ses pieds fussent fermement plantés sur le sol, en terre battue de la cabane. « Dites-moi, » dit-il, et c'était à la fois un ordre et un plaidoyer. « Dites-moi tout. Je veux savoir comment. J'ai besoin de comprendre. » Delphine regarda Isaac à nouveau, cherchant des conseils.
La permission, quelque chose pour l'aider à naviguer dans ce moment qu'elle craignait et désirait depuis le jour où Guillaume lui avait été arraché des bras. Isaac fit un hochement de tête, à peine perceptible, sa respiration superficielle mais constante. « Entrez et fermez la porte », dit calmement Delphine. « Ce n'est pas une histoire pour le plein air. » Guillaume entra dans la cabane et tira la porte derrière lui. L'espace était minuscule, à peine assez grand pour le lit d'Isaac, une petite table et une paire de chaises rustiques. Cela sentait la maladie et la sueur, et les herbes que Delphine utilisait pour tenter de faire tomber la fièvre de son père. Une seule bougie fournissait la seule lumière, projetant de longues ombres qui rendaient tout irréel, onirique. Delphine désigna l'une des chaises, et Guillaume s'assit, ses jambes cédant finalement complètement. Elle resta debout, ses bras croisés autour d'elle comme si elle essayait de maintenir son corps uni par pure force de volonté. Et puis, elle commença à parler. Elle lui parla du désespoir de Céleste, des années de traitement infructueux et de panique croissante. Elle lui parla d'avoir été appelée dans le salon de Céleste une nuit et d'avoir été informée qu'elle avait été choisie pour un grand honneur, qu'elle aiderait à assurer l'avenir de la famille Lavandou. Elle lui parla de la façon dont elle n'avait pas compris au début ce que Céleste proposait, et de la façon dont la compréhension, quand elle était venue, avait été comme un coup physique. « J'avais 22 ans, dit Delphine, sa voix prenant une qualité de récitatif plat, comme si elle décrivait des événements arrivés à quelqu'un d'autre. J'avais été éduquée à lire et à écrire par mon ancien propriétaire, un homme à qui vos grands-parents m'ont acheté quand j'avais 15 ans. Je pensais que cette éducation me rendait précieuse. Je pensais que cela signifiait que je travaillerais toujours dans la maison, que j'aurais une vie plus facile que les ouvriers des champs. Je n'avais pas compris que cela me rendait simplement utile d'une manière différente. » Elle lui parla des 3 nuits où Étienne était venu dans sa chambre. Comment il n'avait jamais parlé au-delà de brèves instructions. Comment il avait traité l'acte de concevoir Guillaume comme une tâche désagréable, qui devait être accomplie le plus efficacement possible. « Il n'a jamais regardé mon visage, » dit Delphine, et il n'y avait pas d'émotion dans sa voix maintenant, juste un vide terrible. Pas une seule fois. Je ne pense pas qu'il voulait me voir comme humaine. Cela aurait rendu ce qu'il faisait plus difficile, je suppose. Guillaume se sentit nauséeux, la bile montant dans sa gorge alors qu'il comprenait toute la mécanique de sa propre conception. Ce n'était pas un fait historique lointain sur lequel il apprenait. C'était son origine, la violence et la violation qui l'avaient amené à l'existence. Delphine continua, décrivant les mois d'isolement, cachés, pendant que Céleste paradait à Aix avec son ventre rembourré. Elle décrivit la solitude de ce temps, la peur, le lien croissant qu'elle ressentait avec l'enfant qui se développait en elle, même en sachant qu'il serait enlevé. « Je te parlais, dit-elle. Et maintenant, il y avait de l'émotion dans sa voix, une tendresse brute qui faisait mal à la poitrine de Guillaume. Quand j'étais seul dans cette chambre, je mettais mes mains sur mon ventre et je racontais des histoires. Je chantais des chansons que ma propre mère me chantait avant de mourir. Je faisais des promesses sur toutes les choses que je t'apprendrais, tout l'amour que je te donnerais. Je savais que c'était des mensonges, je savais que tu ne serais jamais vraiment à moi, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu étais réel pour moi d'une manière que tu ne pourrais jamais l'être pour Madame Céleste, peu importe à quel point elle te voulait. » Elle décrivit la naissance, les heures de travail dans la cabane isolée, avec seulement la vieille patience pour l'aider, et Céleste marchant de long en large dans la pièce voisine, comme un père attendant. Elle décrivit le moment où Guillaume émergea finalement, le soulagement écrasant qu'il soit en bonne santé, le besoin désespéré qu'elle ressentit de le tenir, de regarder son visage, de compter ses doigts et ses orteils, et de mémoriser chaque détail. « Ils m'ont laissé te tenir pendant peut-être 2 minutes, dit Delphine, les larmes coulant sur son visage maintenant. Madame Céleste t'a arraché de mes bras avant que je ne puisse même finir de te regarder. Tu pleurais, tu voulais téter, tu avais faim. Et elle t'a simplement pris et est partie. Je t'entendais pleurer pendant qu'elle t'emmenait. Et puis, je ne pouvais plus t'entendre, et j'ai cru que je mourrais de douleur. Je voulais mourir. J'ai prié pour mourir.
Mais elle n'était pas morte. Elle fut gardée dans la cabane pendant 6 semaines, se remettant de l'accouchement, tandis que ses seins gonflaient douloureusement de lait destiné à un bébé qu'elle n'avait pas le droit de nourrir. Puis elle fut ramenée à la maison principale, désignée brièvement comme nourrice de Guillaume, dans un acte de cruauté si parfait qu'il semblait presque conçu pour maximiser sa souffrance. « Je t'ai nourrie pendant 3 mois, dit doucement Delphine. Je t'ai tenu dans mes bras et t'ai donné mon lait et regardé ton visage et je n'ai pas pu dire un mot sur ce que tu étais pour moi. Je te chantais pendant que tu t'étais, les mêmes chansons que j'avais chantées quand tu étais encore en moi. Je ne sais pas si tu te souviens, j'espère que tu ne te souviens pas. Cela ferait trop mal si tu te souvenais. Puis vint la réaffectation abrupte au travail des champs, la transition brutale de servante domestique au travail le plus difficile que le domaine avait à offrir. Delphine avait 23 ans, était éduquée, habile dans les tâches raffinées d'une femme de chambre, et on s'attendait soudainement à ce qu'elle récolte la lavande et les olives du lever au coucher du soleil, ses mains couvertes d'ampoules et saignant, alors qu'elle apprenait un travail pour lequel elle n'avait jamais été formée. « Mais pourquoi ?» demanda Guillaume, le premier mot qu'il avait prononcé depuis qu'elle avait commencé son histoire. « Pourquoi t'ont-ils traité comme ça? S'ils avaient besoin de toi, si tu leur avais donné ce qu'ils voulaient ?» « Parce que j'étais dangereuse, » dit simplement Delphine. « Chaque fois que je te regardais, chaque fois que j'étais près de toi, il y avait une chance que quelqu'un voie quelque chose sur mon visage, une tendresse ou une revendication qui révélait la vérité. Madame Céleste ne pouvait pas risquer cela. Alors elle m'a renvoyé, m'a placé là où je ne pouvais pas te voir, ne pouvais pas accidentellement révéler ce que je savais, et elle s'est assurée que tout le monde comprenne que si jamais je parlais de ce qui s'était passé, si jamais j'essayais de te revendiquer ou de dire la vérité, je serais vendue, ou pire. » Guillaume pensa à toutes les fois où il était passé devant les ouvriers des champs, les enregistrant à peine comme des individus. Il pensa à la possibilité que sa mère fût parmi eux, le regardant grandir de loin, interdite de le reconnaître, ou de lui parler ou de revendiquer tout lien avec le garçon qu'elle avait engendré. « Vous m'avez... » commença-t-il. Puis il dut s'arrêter et déglutir la boule dans sa gorge. « Vous m'avez regardé toutes ces années ?» Delphine hocha lentement la tête. « Toutes les chances que j'ai eues. Quand les ouvriers des champs rentraient du travail, je te cherchais aux fenêtres de la grande maison. Quand on nous permettait d'aller à la messe le dimanche, je t'observais assis dans la section d'honneur avec tes parents, avec les lavandous. J'ai mémorisé ton visage à tous les âges. Je t'ai regardé apprendre à marcher, apprendre à monter à cheval, apprendre à te comporter comme un jeune maître. Je t'ai regardé devenir quelqu'un que je ne pourrais jamais atteindre, jamais revendiquer, jamais appeler mon fils. Et cela me tuait un peu plus chaque jour. » La crudité de sa douleur était presque insupportable. Guillaume se surprit à pleurer sans avoir réalisé qu'il avait commencé. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'il confrontait l'horreur totale de ce qui avait été fait, non seulement à lui, mais à cette femme qui lui avait donné la vie et avait ensuite été forcée de vivre comme un fantôme dans son monde. « Je suis désolé, » dit-il. Les mots étaient inadéquats, mais les seuls qu'il avait. « Je suis désolé, je ne savais pas. J'aurais dû... Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire, mais je suis désolé. » Delphine traversa le petit espace entre eux et s'agenouilla devant sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. Ses mains étaient rugueuses, cicatrisées par des années de travail et de soleil, mais sa prise était douce. « Tu étais un enfant, » dit-elle fermement. « Tu es un enfant. Rien de tout cela n'est ta faute. Tu n'as pas choisi comment tu es venu au monde. Tu n'as pas choisi d'être élevé comme un noble. Tu n'as rien choisi de tout cela. »« Mais qu'est-ce que je suis ?» demanda Guillaume désespérément. « Qu'est-ce que je suis censé être si vous êtes ma mère, si je suis... » Il ne pouvait pas terminer la phrase. Il ne pouvait pas dire le mot qui nommerait ce qu'il était selon les lois et les coutumes de la Provence. « Tu es mon fils, » dit Delphine, serrant ses mains. « C'est tout ce qui compte pour moi. Tu es mon fils, et je t'ai aimé chaque jour de ta vie, même quand je ne pouvais pas le dire, même quand je ne pouvais pas le montrer, même quand tu ne savais pas que j'existais. Je t'ai aimé de tout ce que je suis. » Derrière eux, Isaac fit un bruit.
à moitié tout, à moitié sanglot. C'est vrai, garçon. Tu es mon petit-fils. Tu as les yeux de ma mère, si tu veux connaître la vérité. Elle venait d'une famille d'ouvriers là-bas, près de la mer. Tu as sa façon de regarder les choses, comme si tu voyais plus que ce qui est juste devant toi. Guillaume se tourna pour regarder Isaac, le voyant avec de nouveaux yeux. Cet homme était son grand-père. Ce tonnelier mourant était sa famille plus véritablement que Céleste ou Étienne ne l'avait jamais été. « Tout le monde le sait ?» demanda Guillaume, se tournant vers Delphine. « Tous les serviteurs, ils savent tous qui je suis vraiment ?»« Oui, » dit calmement Delphine. « Ils l'ont toujours su. Les secrets comme celui-ci ne restent pas secrets parmi nous. Nous voyons tout. Nous entendons tout. Nous devons le faire pour survivre, mais personne ne parlerait jamais de cela à la noblesse. Ce serait signer son arrêt de mort. » Guillaume sentit le poids de cette connaissance s'installer sur lui. Des dizaines, peut-être des centaines de personnes marchant avec la vérité de ses origines, forcées à la conspiration par leur impuissance. Chaque serviteur qui s'inclinait devant lui, chaque « oui, jeune maître Guillaume » et « non, jeune maître Guillaume » était prononcé par quelqu'un qui savait qu'il était en réalité l'un d'eux, volé et élevé comme quelque chose qu'il n'était pas. « Qu'est-ce que je fais maintenant » demanda-t-il. Et la question planait dans l'air comme de la fumée. « Comment suis-je censé ? Je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir cela. » Je ne peux pas revenir à la façon dont les choses étaient, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Le visage de Delphine montrait la complexité des émotions en guerre en elle. Elle voulait lui dire de revendiquer sa véritable identité, de rejeter le mensonge de sa position sociale, de la reconnaître comme sa mère. Mais elle comprenait aussi l'impossibilité de cela, le danger dans lequel cela le mettrait, la façon dont cela détruirait non seulement sa vie, mais potentiellement la sienne aussi, s'il faisait le mauvais mouvement. « Je ne sais pas », admit-elle finalement. « J'ai pensé à ce moment pendant 12 ans. J'ai imaginé 1000 façons différentes dont cela pourrait se produire, mais je n'ai jamais su ce que je te dirais quand cela arriverait. Le monde dans lequel tu vis et le monde dans lequel je vis, ils ne sont pas faits pour se chevaucher. Que tu franchisses cette ligne ne te rendrait pas libre dans mon monde. Cela te rendrait juste un paria comme moi. Et je ne peux pas te souhaiter cela, peu importe à quel point je veux te revendiquer. » « Mais vous me revendiquez, » dit Guillaume. « En ce moment même, vous me dites la vérité. Cela signifie quelque chose. Cela signifie que je suis une femme égoïste qui n'a pas pu rester silencieuse quand elle a eu l'occasion de parler. » dit Delphine. Mais il y avait un petit sourire triste sur son visage. « Cela signifie que je suis assez faible pour vouloir que tu saches d'où tu viens, même si cette connaissance ne t'apporte que de la douleur. » Ils restèrent silencieux un instant, le poids de tout ce qui avait été dit les pressant. Dehors, un coq chanta prématurément, confus par l'approche de l'aube. Bientôt, ce serait le matin, et Guillaume devrait retourner à la maison principale, et le moment de connexion entre la mère et le fils prendrait fin. « Est-ce que je peux ?» commença Guillaume, puis s'arrêta, ne sachant pas comment demander ce qu'il voulait demander. « Est-ce que je peux revenir vous voir, pour vous parler ?» L'expression de Delphine montrait la guerre entre le désir et la prudence. « C'est dangereux, » dit-elle. « Si Madame Céleste le découvre, vous savez, si elle soupçonne que nous avons parlé, je m'en fiche, » dit Guillaume, et il fut surpris de découvrir qu'il s'en fichait vraiment. « Je me fiche du danger, vous êtes ma mère, je veux vous connaître, alors viens, » dit doucement Delphine. « Viens quand tu peux, quand ce sera sûr, mais sois prudent. Les conséquences que cette vérité pourrait avoir seraient terribles pour nous deux. » Guillaume hocha la tête, comprenant. Il se leva lentement, ses jambes chancelantes, et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, il se retourna une fois de plus. « Merci, dit-il, de me l'avoir dit, de ne pas m'avoir menti, même si cela aurait été plus sûr. »« Tu méritais la vérité, » dit Delphine. « Tu as toujours mérité la vérité. » Guillaume sortit de la cabane, dans l'obscurité d'avant l'aube, son esprit vacillant, tout son sens de l'identité brisé et se reformant en quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il retourna à la maison principale comme un étranger dans sa propre vie, voyant tout avec de nouveaux yeux.
les quartiers des serviteurs qui abritaient des gens qui partageaient son sang, les champs que sa mère travaillait sous une chaleur brutale, les grandes colonnes de la maison construites sur la richesse extraite du travail des gens qui étaient son peuple, que la noblesse le reconnaisse ou non. Quand il atteignit sa chambre et se glissa de nouveau dans son lit, le soleil commençait à se lever. Il resta allongé, fixant le plafond, sachant que le sommeil était impossible, sachant que tout avait changé d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. Le garçon qui était sorti de la maison la nuit précédente n'était plus là. La personne qui était revenue était quelqu'un d'entièrement différent. Quelqu'un qui connaissait la vérité sur d'où il venait et ne pourrait jamais la désapprendre. Quelqu'un qui devrait décider chaque jour quoi faire de cette connaissance. Les jours immédiatement après cette nuit dans la cabane d'Isaac furent les plus difficiles de la jeune vie de Guillaume. Il suivait ses routines régulières comme un acteur jouant un rôle, disant ses lignes et frappant ses marques, tandis que son esprit bouillonnait des implications de ce qu'il avait appris. Isaac mourut 3 jours après la visite de Guillaume. Son corps affaibli succomba finalement à la fièvre. Delphine reçut quelques heures pour préparer son corps pour l'enterrement, puis fut immédiatement renvoyée au champ, sa brève trêve du travail terminée maintenant que son père n'avait plus besoin de ses soins. Guillaume regarda l'enterrement de loin, un événement simple dans le petit cimetière des ouvriers mené par un des hommes plus âgés qui servait de guide spirituel à la communauté. Il voulait y assister, voulait se tenir aux côtés de Delphine et reconnaître Isaac comme son grand-père. Mais il comprit qu'une telle action soulèverait des questions auxquelles il ne pourrait répondre sans tout détruire. Alors il resta à l'écart et pleura en privé, pleurant non seulement Isaac, mais toutes les relations qui lui avaient été refusées, toute la connexion qui lui avait été volée par le stratagème de Céleste. Céleste, pendant ce temps, observait Guillaume avec une inquiétude croissante. Elle avait remarqué le changement en lui, la façon dont il semblait distrait et perturbé, la façon dont il la regardait parfois, avec une expression qu'elle ne pouvait pas interpréter. Elle le coinça un après-midi dans la bibliothèque, fermant la porte derrière elle pour assurer l'intimité. « Guillaume, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, » dit-elle, sa voix soigneusement contrôlée. « Quelque chose a changé. Quelque chose te tracasse et j'ai besoin de savoir ce que c'est. » Guillaume la regarda. Cette femme qui l'avait élevé lui avait appris les lettres, l'avait réconforté dans les maladies d'enfance, l'avait revendiqué comme sien et sentit un mélange complexe d'émotions qu'il ne pouvait pas commencer à articuler. L'amour, oui, car elle avait été sa mère dans tous les sens pratiques pendant 11 ans, mais aussi la trahison, la colère, un profond sentiment de violation par le mensonge autour duquel elle avait construit toute son existence. « Je pensais à Isaac, dit-il, ce qui était vrai, même si ce n'était pas toute la vérité. À comment il est mort, à comment Delphine a perdu son père. » Le visage de Céleste montra un soulagement soigneusement contrôlé. « C'est très sensible de votre part, dit-elle. Il est bon que vous ayez de la compassion pour les serviteurs, mais vous ne devez pas laisser cela vous troubler trop profondément. La mort fait partie de la vie, et Isaac a vécu une longue et utile existence. » La démission désinvolte de l'humanité d'Isaac, la réduction de sa vie à l'utilité, fit se révulser l'estomac de Guillaume, mais il garda son visage neutre, hocha la tête comme s'il acceptait sa sagesse. « Vous avez raison, bien sûr, dit-il, et il regarda Céleste se détendre légèrement. « Bon garçon, dit-elle, touchant sa joue avec le même geste d'affection qu'elle avait utilisé toute son enfance. « Je sais que vous avez un cœur tendre. C'est l'une des choses que j'aime chez vous, mais vous devez apprendre à garder la distance appropriée. Ces gens, ils ne sont pas comme nous, ils ne ressentent pas les choses de la même manière que nous. » Guillaume voulait lui crier que ces gens incluaient sa vraie mère, qu'il ressentait les choses exactement aussi profondément que les gens de la noblesse, que toute sa vision du monde était construite sur un mensonge si profond qu'il avait déformé son humanité de base. Mais il ne dit rien, hocha simplement la tête à nouveau et la laissa croire qu'elle avait abordé avec succès ce qui le troublait. Après cette conversation, Guillaume devint plus prudent pour cacher sa turbulence intérieure.
Il reprit ses études avec un enthousiasme apparent, participa à l'administration du domaine avec son père, joua le rôle du beau-fils et futur propriétaire avec une habileté qui aurait rendu Céleste fière si elle avait su que c'était une performance. Mais tôt, le matin et tard le soir, quand il pouvait se déplacer sur le domaine sans attirer l'attention, Guillaume cherchait Delphine. Ces rencontres étaient brèves, menées dans l'ombre et le silence, toujours avec le risque de découverte planant au-dessus d'eux. Il parlait de sa vie avant sa naissance, du monde des quartiers des serviteurs qu'il n'avait jamais vu, des réalités brutales du système qui avait créé et soutenu son existence confortable. Delphine lui enseigna des choses qu'aucun enfant noble ne devrait savoir. Elle lui enseigna les réseaux de solidarité qui parcouraient la communauté ouvrière, les moments volés de joie et de connexion qui rendaient la survie possible, les rêves d'une vie meilleure sur lesquels les gens chuchotaient la nuit. Elle lui enseigna que les gens qu'il avait été élevés à considérer comme des biens ou de la main-d'œuvre bon marché étaient, en réalité, entièrement humains, aussi intelligents, aussi émotifs, aussi dignes de dignité que n'importe qui dans la société d'Aix. Et elle lui enseigna sur lui-même, sur le sang qui coulait dans ses veines, sur l'héritage qu'il portait que Céleste avait tant essayé d'effacer. « Ton arrière-grand-mère venait de loin, lui dit Delphine une nuit, sa voix douce avec le souvenir. Ma grand-mère, elle parlait une langue qu'aucun de nous n'a jamais apprise. Elle chantait des chansons dans des mots que nous ne pouvions pas comprendre. Mon père disait qu'elle n'a jamais oublié sa terre. Elle racontait des histoires sur le village d'où elle venait. C'est aussi ton sang, Guillaume, pas seulement les familles nobles dont Madame Céleste aime se vanter. Tu portes l'histoire en toi, que le monde le reconnaisse ou non. » Ces révélations étaient à la fois douloureuses et libératrices. Guillaume commença à comprendre que l'identité n'était pas seulement ce que les autres disaient que vous étiez. C'était ce que vous saviez être, ce que vous choisissiez de reconnaître, ce que vous refusiez de nier, même lorsque le déni serait plus facile. Mais connaître la vérité et être capable d'agir en conséquence étaient deux choses très différentes. Guillaume était toujours légalement l'héritier, toujours le successeur reconnu de la Bastide de Lavandou, toujours attendu pour prendre sa place parmi l'élite d'Aix. Et Delphine était toujours une servante, toujours sujette à être vendue ou punie ou tuée au gré des mêmes personnes que Guillaume appelait ses parents. Au fil des mois, et alors que le 12e anniversaire de Guillaume approchait, il commença à lutter avec une question impossible. Que devait-il faire avec la connaissance de ses véritables origines? Il envisagea brièvement l'idée d'exposer la vérité publiquement, de se lever à l'église ou lors d'une réunion sociale et d'annoncer qu'il était le fils d'une servante, que toute son identité était une fraude construite par le désespoir de sa mère et la complicité de son père. Mais il comprit qu'une telle révélation n'accomplirait rien, sauf sa propre destruction. Il serait déshérité par la loi. Sa propriété reviendrait à Étienne, et il serait répudié ou gardé sur le domaine comme un ouvrier. Delphine serait probablement vendue aussi, séparée de lui et punie pour avoir révélé le secret. Et Céleste et Étienne construiraient simplement une nouvelle histoire, affirmeraient qu'il était devenu fou, trouveraient un moyen de se protéger et de protéger leur position. La vérité, réalisa Guillaume avec une clarté amère, n'avait aucun pouvoir dans un monde construit sur des mensonges. Il envisagea de fuir, de s'échapper à Paris ou à l'étranger, où il pourrait vivre ouvertement comme une personne d'origine métissée sans faire face au rejet immédiat. Mais il avait 12 ans, pas d'argent à lui, aucune connaissance de comment survivre en dehors du monde protégé du domaine, et fuir signifierait abandonner Delphine, la laissant affronter les conséquences que Céleste pourrait imposer pour sa disparition. Alors Guillaume fit ce que d'innombrables autres personnes dans des situations impossibles avaient fait avant lui. Il s'adapta. Il apprit à vivre avec la dissonance cognitive, à maintenir plusieurs vérités dans son esprit simultanément, sans les laisser le paralyser. Il était Guillaume Lavandou, fils d'Étienne et Céleste, héritier d'un domaine, membre de la société d'Aix. C'était la vérité que le monde voyait et l'identité qui le protégeait de la ruine. Mais il était aussi Guillaume, fils de Delphine,
petit-fils d'Isaac, porteur d'héritage métissé, une contradiction vivante de tous les principes sur lesquels la société de la noblesse était construite. C'était la vérité qu'il gardait en privé, l'identité qu'il reconnaissait dans des moments volés avec sa mère de naissance. Les deux vérités étaient réelles, les deux identités étaient les siennes, et la tension entre elles façonnerait chaque décision qu'il prendrait pour le reste de sa vie. À mesure que Guillaume grandissait, passant de l'adolescence à l'âge adulte, il garda sa relation avec Delphine secrète, la rencontrant quand il le pouvait, apprenant d'elle, s'accrochant à la connexion qui donnait un sens à sa vie au-delà des rituels vides de la société. Quand il alla à l'université à Aix, il lui écrivait des lettres qui devaient lui être passées en contrebande par des intermédiaires de confiance. Quand il revint pour gérer le domaine après son éducation, il utilisa son autorité pour rendre sa vie marginalement meilleure, la désignant à des tâches plus faciles à mesure qu'elle vieillissait, s'assurant qu'elle ait une nourriture et un abri adéquats, la protégeant des pires excès des contremaîtres. Mais il ne la reconnut jamais publiquement comme sa mère. Il ne défia jamais le système qui la maintenait dans une position inférieure. Quand le moment fut venu, il épousa une femme d'une famille respectable, eut des enfants qui furent élevés comme nobles, perpétua les mêmes mensonges et silences qui avaient défini sa propre éducation. Il se disait qu'il était pratique, que la rébellion ouverte n'accomplirait rien, sauf sa propre destruction et la sienne. Il se disait qu'il faisait ce qu'il pouvait dans les limites d'un système injuste. Il se disait que préserver sa position lui donnait le pouvoir de soulager au moins une partie de la souffrance, même s'il ne pouvait pas y mettre fin. Mais dans ces moments privés, dans les heures sombres avant l'aube, quand le sommeil le fuyait, Guillaume savait qu'il choisissait simplement le confort plutôt que la vérité, choisissant la sécurité plutôt que la justice, choisissant de bénéficier d'un système qu'il savait être mauvais, au lieu de se sacrifier dans une opposition futile à celui-ci. Delphine ne le blâma jamais pour ses choix. Elle avait vécu trop longtemps dans la réalité sociale pour s'attendre à quelque chose de différent. Elle avait appris tôt que la survie signifiait accepter ce qui ne pouvait pas être changé et trouver de la joie dans toutes les petites miséricordes qui étaient possibles. Le fait que son fils sache qui elle était, qu'il lui rendait visite quand il le pouvait, qu'il l'appelait sa mère en privé, même s'il ne pouvait jamais la reconnaître publiquement, ces choses lui donnèrent une mesure de paix que beaucoup de mères n'ont jamais reçue. Elle mourut en 1871, à l'âge de 49 ans, son corps usé par des décennies de travail et le traumatisme accumulé d'une vie vécue dans la soumission. Guillaume, alors âgé de 38 ans, assista à ses funérailles, non pas comme son fils, non pas avec une quelconque démonstration publique de deuil, mais se tenant à distance, un homme de la noblesse parmi plusieurs qui était venu marquer le passage d'une ouvrière de longue date du domaine. Mais après le service, lorsque les autres observateurs furent partis, Guillaume resta. Il se tint près de la tombe fraîche alors que le soleil se couchait sur la Provence et il se permit de pleurer pour la première fois depuis qu'il avait 11 ans. Il pleura pour Delphine, pour Isaac, pour la relation qu'il lui avait été permis d'avoir avec eux seulement par fragments et ombres. Il pleura pour les enfants qu'il avait engendrés, qui ne connaîtraient jamais leur grand-mère, qui grandiraient aussi nobles que lui, ignorant de la moitié de leur héritage. Et il pleura pour lui-même, pour le garçon qui avait appris une vérité qui changea tout et rien, pour l'homme qui avait choisi la complicité au lieu de la confrontation, pour le fils qui aimait sa mère, mais ne put jamais la revendiquer. Dans son testament, rédigé en 1889 et déposé après sa mort en 1892, Guillaume laissa un petit legs aux descendants d'Isaac, le tonnelier, en reconnaissance de leur long et fidèle service à la famille Lavandou. C'était le plus proche qu'il put arriver à reconnaître la vérité, une référence voilée qu'aucun de ses proches ne comprendrait, mais que ceux qui connaissaient la véritable histoire pourraient reconnaître comme un geste final et insuffisant vers la justice. Le secret mourut avec lui, ou du moins il le croyait. Ses enfants ne connurent jamais la vérité de leur héritage,
Ces petits-enfants grandirent en sécurité dans leur position sociale, leur place dans la société, leur identité en tant que descendants d'une des anciennes familles de Provence. L'histoire de Delphine et de l'enfant qu'elle fut forcée d'engendrer, puis interdite de revendiquer, s'est estompée dans les tombes anonymes et les coins oubliés de l'histoire du domaine. Mais les secrets, même enterrés, ont une façon de laisser des traces, dans les généalogies minutieuses tenues par les familles d'ouvriers, dans les histoires chuchotées transmises à travers les générations, dans la lignée qui porte la mémoire, même lorsque les registres officiels ont été nettoyés. Dans tous ces endroits, la vérité a persisté. Guillaume Lavandou vécut comme un noble, mourut comme un noble, fut enterré dans le cimetière de la noblesse à Aix avec tous les honneurs. Son éloge funèbre loua son habileté en tant que propriétaire, son service à la communauté, sa dévotion à sa famille. Pas un mot ne fut dit sur d'où il venait réellement, sur la mère qu'il aimait à distance, sur le terrible compromis au cœur de son existence. Ce silence était son propre type de monument, un témoignage du pouvoir des mensonges lorsqu'ils sont soutenus par la loi et la coutume. Un rappel que l'injustice ne nécessite pas de monstres. Juste des gens ordinaires disposés à accepter le confort, acheté par la souffrance des autres. Juste un système qui permet à l'abus d'être appelé légitime lorsque l'exploité est jugé indigne de protection. La Bastide de Lavandou demeure aujourd'hui un site historique. Sa maison principale soigneusement préservée, ses jardins entretenus, son histoire racontée aux touristes qui viennent s'émerveiller de l'élégance de l'époque. Il y a des plaques décrivant l'histoire de la famille, l'économie du domaine, l'architecture de la grande maison. Il n'y a rien sur Delphine, rien sur le vol de son enfant, rien sur les 12 ans de secret et la vie entière de silence qui a suivi. Rien sur le deuil compliqué d'un fils qui connaissait 2 vérités et ne pouvait en revendiquer qu'une. Certaines vérités restent trop inconfortables pour la préservation historique, trop dommageables pour les mythes que la société se raconte sur le passé. Alors, elles sont laissées hors de l'histoire officielle, reléguées à des notes de bas de page, si elles sont reconnues, autorisées à s'estomper dans le bruit de fond de l'histoire. Mais elles ne cessent pas d'être vraies juste parce qu'elles ont été oubliées. Elles ne cessent pas d'être importantes, juste parce qu'elles ont été effacées du registre. L'horreur de ce qui est arrivé à Delphine, la tragédie de l'identité volée de Guillaume, le compromis qui a empoisonné toute son existence. Ces choses restent réelles, restent importantes, restent un rappel de ce que les êtres humains se feront les uns aux autres lorsque les systèmes de pouvoir rendent la cruauté commode et tirent profit de l'injustice. Guillaume Lavandou est né dans un mensonge, a vécu à l'intérieur de ce mensonge, est mort sans jamais s'en être totalement échappé. Et, en cela, son histoire est l'histoire de nombreux systèmes sociaux, une structure construite sur l'abus et soutenue par le silence. Un endroit où la vérité a souvent été sacrifiée au profit du confort, où la justice a été différée au profit de la paix, où les rêves de liberté étaient toujours conditionnés à la subjugation continue de quelqu'un d'autre. L'enfant arraché des bras de sa mère est devenu un homme qui n'a jamais pu être complet, qui a porté la blessure de son identité volée jusqu'au jour de sa mort. Et cette blessure, multipliée par des milliers de personnes, par des générations, par des siècles, est l'héritage avec lequel nous vivons encore aujourd'hui. L'héritage d'un système qui a dit à certaines personnes qu'elles valaient tout et à d'autres qu'elles ne valaient rien, et a rendu tout le monde complice du maintien de la distinction. Cette histoire nous rappelle que les horreurs les plus durables sont celles que nous choisissons de perpétuer par le silence, celles que nous maintenons par la complicité, celles que nous transmettons à travers des générations de mensonges soigneusement entretenus. Que pensez-vous des choix de Guillaume? Aurait-il pu faire quelque chose de différent qui aurait fait une réelle différence? Comment pensez-vous que la communauté ouvrière le voyait? Comme l'un d'eux contraint à une position impossible, ou comme un traître qui a choisi le confort au lieu de la vérité? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des mystères historiques qui révèlent les coins les plus sombres de l'histoire,
abonnez-vous à Aeternum Velum. Activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie la vérité troublante derrière les mensonges que nous nous racontons. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, certaines familles gardaient des secrets bien plus sombres qu'elles ne pouvaient l'admettre. Et ces secrets ont façonné non seulement des vies individuelles, mais tout le tissu de la société.